intervention avec nos invités, mais quelques mots avant sur la plateforme, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, etc. Nous avons eu l'occasion, à l'invitation de la société civile en Tunisie, d'assister quelques-uns à Djerba sur quelques journées autour des élections en Tunisie. Et à cette occasion-là, il y a eu un fameux atelier qui s'appelle Atelier 13, qui concernait plus spécifiquement le vote des Tunisiens à l'étranger. Donc j'y étais avec, entre autres, Hadi Chenchebi, mais vous avez la liste. On a fait une petite brochure d'une douzaine de pages dans laquelle vous avez ces différents comptes rendus dont je vais parler maintenant. Donc, entre autres avec Hadi, on a été un peu surpris par la façon dont cet atelier a été positionné. En gros, la question qui a été posée, c'est pas comment organiser les élections des Tunisiens à l'étranger, mais faut-il que les Tunisiens à l'étranger votent? Ce qui nous a beaucoup surpris, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et il y avait plusieurs arguments, la plupart fallacieux, du style ça va de tout le monde vote Nahda à ça coûte cher les Tunisiens à l'étranger, et même ils ne connaissent pas la réalité du pays, donc ils ne peuvent pas dire ou influencer ce qui s'y passe. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, qu'il fallait qu'on lutte, nous, associations, personnalités et partis, pour avoir les mêmes droits que les Tunisiens à l'intérieur. Quand je dis les mêmes droits, je parle du droit de participer à l'avenir de notre pays. Donc, c'est au retour à Paris, au début c'était à l'initiative du CTDL, mais très vite ça a dépassé le CTDL. On a fait un certain nombre de réunions autour de cette thématique du droit des Tunisiens à l'étranger, d'avoir les mêmes droits que les Tunisiens à l'intérieur pour décider de l'avenir de notre pays. Plusieurs réunions ont eu lieu. Il y a eu une délégation qui est partie en Tunisie, et Najat va nous en dire quelques mots. Il y a eu une pétition qui a eu beaucoup de succès. Et au final, malheureusement, on voulait que la représentation soit remaniée des Tunisiens à l'étranger, mais il y a eu un statu quo, mais qui est mieux que rien, c'est-à-dire qu'on a repris exactement la même configuration que les élections de 2011. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une journée importante parce qu'elle coïncide à la fois avec le début des inscriptions, avec l'installation de l'IRI France, mais également on a les dates des élections. Donc en fait, on a un certain nombre d'éléments et on voit que les choses s'accélèrent. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a organisé cette réunion pour pouvoir mobiliser les Tunisiens à l'étranger, en l'occurrence plutôt en France Nord, pour essayer de s'organiser à la fois pour voter, bien sûr, mais surtout pour participer aux différents bureaux de vote, à l'observation, etc. Ça, c'est le cadre. Je vous rappelle juste, les intervenants auront l'occasion de se présenter un peu plus, mais le canevas de cet après-midi. Ali Benamar, ex-président de l'ERI en 2011, lui, il va intervenir sur les conditions pour réussir le processus électoral en France 1 à partir de son expérience de l'ERI antérieure. À chaque fois, on va essayer d'avoir un débat avec la salle, puisqu'on a des souvenirs de frustration de certains, de ne pas pouvoir poser des questions, donc vous aurez l'occasion de poser vos questions. Après, nous remercions déjà M. Krir d'avoir accepté notre invitation, parce qu'il vient juste de s'installer, mais ça tombait bien en fait. Donc lui, il va nous parler de comment l'IRI France 1 actuelle va organiser le processus électoral à l'étranger et peut-être nous dire ses besoins de travail avec la société civile. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Chawki Gades, qui est ici à 2 titres, en tant que spécialiste de la loi électorale, mais ça, on le sait, il va nous en dire quelques mots. Et surtout, il est partie prenante de la coalition en Tunisie qui travaille sur l'accompagnement par la société civile du processus électoral. Donc c'est à 2 titres qu'il pourra intervenir.
À l'issue de ces 3 interventions, on aura un petit tour ici pour voir, nous, les Tunisiens à l'étranger, on a la chance d'accueillir des amis belges parmi nous, et comment on s'organise, nous, pour accompagner ce processus. Voilà le programme de l'après-midi, résumé rapidement. Je vais donner quelques secondes le micro à Najed pour qu'elle parle de la délégation qui a été... Délégation, juste une délégation. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, la délégation, c'était en mars, d'abord 2. Elle a fait 2 voyages, pas un seul. Un premier qui était composé de la France, de l'Italie, de la Suisse. C'est tout ce qu'il y avait comme la première délégation. Donc ce n'était pas seulement la France qu'on a essayé de faire en sorte que tous les amis des Tunisiens à l'étranger y participent. Comme ça s'est fait d'une manière très rapide et urgente, nous n'avons pas pu, cela n'a pas permis à certains camarades et amis de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, etc., d'y participer en raison du temps. Les gens travaillent, ils doivent avoir au moins... Donc les plus disponibles d'entre nous se sont déplacés. Nous sommes déplacés parce que nous avons appris, comme l'a dit Mohamed, qu'il y avait une réelle discussion autour du droit, je dis bien du droit de vote des Tunisiens à l'étranger. C'est le problème essentiel qui nous a fait nous déplacer et réagir dans l'immédiat. La question était, est-ce que les Tunisiens de l'étranger doivent participer aux élections? Et une association en particulier, qui se dénomme Atid, avait fait un projet dans lequel elle explique clairement la non-nécessité de la participation des Tunisiens à l'étranger. Elle a étayé sa position par les résultats des élections de 2011. Il se trouve que les résultats des élections de 2011 ne diffèrent pas de beaucoup des élections à l'intérieur. Je ne crois pas que Nahda soit arrivé au pouvoir en Tunisie uniquement grâce au vote de l'étranger. Ça se serait su. Franchement, c'était ridicule comme justification. La deuxième justification était financière et matérielle, c'est-à-dire que ça coûterait trop cher pour la communauté. Alors, on a essayé de leur poser la question. Et je voulais vous dire aussi que au cours de notre déplacement, en dehors du rapport de Atid, nous avons aussi constaté qu'il y avait effectivement malheureusement pour nous, et je dis bien malheureusement, un réel rejet dans l'opinion en Tunisie. Un réel rejet qui était porté surtout par les journalistes. Je me permets de le dire parce que j'ai interrogé des journalistes qui m'ont dit oui, vous n'êtes pas des citoyens à part entière. Pour nous, vous n'êtes pas des citoyens à part entière. Donc, vous voyez, ce sont des problèmes réels qui sont posés. Nous avons quand même réussi à démonter tous ces aspects, tous ces éléments qui ont été soulevés contre nous. Nous avons pu rencontrer, nous avons été reçus par la commission législation générale et par la commission droit et liberté. Je rappelle quand même qu'heureusement qu'on avait une élue de l'étranger qui a organisé, qui a permis que dans la précipitation nous puissions être reçus, qui est Madame Nedia Chaben, que je me permets de saluer, parce qu'elle a vraiment été présente et nous avons été déçus par plusieurs élus de l'étranger qui n'étaient pas là, qui ne sont pas venus nous voir, qui n'ont même pas assisté aux réunions et même qui ont combattu nos propositions, qui étaient celles de, ne pas nous exclure des élections, exiger notre droit à la participation. Deuxièmement, la redéfinition du redécoupage, qui était un découpage de 2011 qui n'était pas adéquat, qui ne correspondait pas du tout ni à la géographie, ni à la démographie, puisque quand on voit que la Suisse est rattachée aux Amériques et que la Belgique est rattachée, on se demande sur quelle
avec quelle logique on a conçu ces circonscriptions. Nous avons présenté des propositions sérieuses, qui étaient d'ailleurs cohérentes. Malheureusement, on s'est trouvé confronté à une position ferme de ne pas rediscuter le découpage. La seule chose que nous avions obtenue était de revenir au découpage de 2011, de maintenir le découpage de 2011. En revanche, revoir à la marge au moins la circonscription Allemagne, Italie, de manière à ce que la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, etc., la Grèce, soient rattachées sérieusement à l'une à l'Italie, les unes à l'Italie, les autres à l'Allemagne, pour que ce soit des circonscriptions cohérentes et avec des listes réellement, un scrutin de liste, parce que le problème qui se posait, c'était que l'Allemagne, en 2011, était avec un seul siège, ce qui fait que ce n'était pas un scrutin de liste, mais un scrutin uninominal, ce qui était contraire à la loi, et aujourd'hui, ce qui se présente est contraire à la Constitution. Donc, on n'a pas réussi, on n'a pas obtenu gain de cause, alors que et le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus avec sa première vice-présidente, et la majorité des députés qui nous ont écoutés semblaient comprendre la situation et semblaient prêts à une solution à la manche, ce qui n'a pas été fait. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Il reste quand même deux questions sur lesquelles on a réussi. C'est la question de l'inscription sur Internet, l'inscription pour les électeurs, que la superficie en France n'est pas la superficie territoriale de la Tunisie, et que rien que France Nord est 3 fois ou 4 fois plus grande que la Tunisie. J'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est un espace immense et coûteux, et que si on veut que les citoyens puissent participer aux élections, que ces élections soient transparentes, soient réelles, et que démocratiques, qu'aucun citoyen ne soit privé de sa participation au vote, il faut rapprocher le vote du citoyen, et cela par la mise en place les inscriptions par Internet, mais on a aussi proposé le vote par correspondance, qui a posé problème et qui a été tout de suite réfuté par la majorité des... J'ai peut-être oublié quelques points, mais je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas trop prolonger. Voilà. Merci. Merci Najed d'avoir rappelé l'essentiel de nos revendications. Je passe la parole à Libn Amr. C'est pas grave, on aura l'occasion dans le débat de reprendre certains points. Ali, tu dois avoir un micro. Vous m'entendez? Parfait. Bien. Bonjour tout le monde. Mon intervention est un témoignage et une réflexion sur le processus électoral tunisien à travers une pratique en tant qu'acteur de premier plan de l'ELI France 1, parce que, comme on vous l'a dit, j'étais ancien président de cette instance, mais surtout, je ne veux pas me positionner en tant qu'observateur extérieur, neutre. Moi, je suis un acteur, et un acteur engagé, que ce soit pour le passé, à l'ELI France 1, ou au sein du Comité de défense des libertés en Tunisie, au sein de la plateforme, et cette réflexion, ce que je souhaite, bien sûr, dans tout témoignage, il y a un aspect subjectif, donc je l'assume, mais ce que je souhaite, c'est qu'il soit contredit et soit critiqué éventuellement. J'ai essayé aussi dans ma réflexion, bien sûr, je suis de formation historienne, donc tout bilan doit avoir un regard critique sur l'expérience du passé. Mais je suis quelqu'un qui refuse toutes les stratégies de rupture avec le passé. Il n'y a pas d'année zéro. Il y a toujours une continuité, même quand elle est mauvaise. Donc, et je préciserai ma pensée sur quelques exemples. Donc, je vais aborder le processus électoral, bien sûr, de façon un peu sélective, puisque je vais parler de la circonscription que je connais le mieux, c'est celle de
IRI, France 1, donc, ou France 1, c'est-à-dire la France du Nord. Vous savez très bien que le processus électoral en Tunisie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ne peut être analysé et examiné que en lien avec les rapports de force politiques, des enjeux et des calculs des uns et des autres. Je n'ai que 4 exemples rapides. Ça a commencé par la relation avec l'ancienne ISI et les anciennes IRI. Vous savez très bien que l'ancienne ISI a supervisé un processus électoral qui, le 23 octobre ou le 24 octobre, tout le monde, dans les 5 continents, disait qu'il était réussi. Que c'était quelque chose, donc, c'est-à-dire qui représentait une nouveauté dans la Tunisie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, après 55 ans de manipulation des élections, on a eu des élections qui ont réussi. Bien sûr, la réussite n'est jamais totale ni parfaite. Il y a des ratés, il y a des choses, c'est-à-dire qu'il faut revoir. Mais au moins, personne, à ma connaissance, n'a contesté les résultats des élections ni le processus dans son déroulement. C'était même une période d'extase. Il suffisait de voir le film qu'on a passé ici. On était tous dans une logique, à mon avis, un petit peu en second degré. Donc, ça a commencé avec l'ISI. On a mis en cause son président, on a mis en cause un certain nombre donc, de ses membres, et on a tout fait pour que les préconisations qui ont été présentées, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, ne soient pas appliquées. Pour ne citer qu'un exemple, j'ai participé personnellement au mois de février à la présentation du rapport général de l'ISI. À l'époque, le nouveau gouvernement, donc c'est-à-dire les 3 présidents qui étaient au Palais des Congrès à Tunis, ils ont dit l'ISI a fait du bon travail, donc ce qu'on va faire, on va la renouveler et lui donner la possibilité pour qu'elle prépare les élections dans la tranquillité. C'était des paroles en l'air. Rien n'a été appliqué et on a tout fait pour que l'ancienne ISI soit étouffée petit à petit jusqu'au moment où elle disparaisse. Deuxième aspect, nous avons voté une loi organique pour l'actualiser le 12 décembre 2012. Après des tractations, Donc, je vous passe le détail sur ce qui s'est passé, avec toutes les surenchères qu'il y avait, et on a fini par adopter une loi organique qui est pour le moins assez contradictoire sur un certain nombre d'aspects, et surtout a donné lieu à une instance qui a été choisie, qu'on le veuille ou pas, sur la base des équilibres politiques. Al-Muhassasa السياسية تمت في اختيار 9 أعضاء للهيئة العليا للانتخابات. هذا personne ne peut le nier, et c'était أعطيني منا ونعطيك من غادي, et pour arriver donc de toute façon à une solution dont les limites allaient apparaître par la suite. La loi organique adoptée en décembre 2012 وقتاش تم اختيار الهيئة العليا للانتخابات وأفرادها في janvier 2014, et elle est rentrée en activité en février 2014. C'est-à-dire, il nous faut plus d'1 an pour choisir 9 membres au sein de l'ISI. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue ces aspects-là quand on raisonne politique à la Mostaoui Bled. Troisième aspect, c'est le choix des membres de l'ISI et des IRI. Cette logique politique a prévalu dans les choix qui ont été faits aussi dans le choix des instances régionales. Et je m'arrête là, puisque je suis mal placé pour porter un jugement, puisque moi-même j'étais candidat et je n'ai pas été retenu, mais donc ça c'est un autre chapitre. Assez rapidement, parce que je pense qu'il faut qu'on sache de quoi on parle, les Tunisiens à l'étranger, comme Tarf, nous sommes 1 223 000, et la France représente 668 668, c'est-à-dire 54%
de cette population. Le Tunisien de France 1, c'est entre 340 et 350 000, et c'est la configuration suivante, c'est-à-dire l'IRI France 1, ce sont les Tunisiens inscrits au consulat général de Paris, à peu près 190 000 Tunisiens, le consulat de Pantin 130 000 et le consulat de Strasbourg 25 000. Donc cette configuration administrative, c'est elle qui a déterminé le choix de France 1. Je ne vous parle pas de France 2, qui est la partie sud donc de la France et qui est les consulats de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nice. Dans cette configuration donc, générale, j'ai des détails, je pense que ce n'est pas le lieu, mais dans le débat, je pourrais apporter quelques éclairages. Il faut savoir que quand l'IRI France 1 en 2011 est arrivé, on n'avait aucune idée précise sur le corps électoral. On savait que les élections étaient manipulées par le régime de Ben Ali, et j'irai même plus loin qu'elles étaient manipulées aussi par le régime pendant la période de Bourguiba. Donc de toute façon, on a pris l'habitude donc de toute façon d'avoir des élections tranquilles. Donc à partir de là, il fallait démarrer de nouveau. On a trouvé des traces en tant qu'IRI 1, on a trouvé des listes de répartition des électeurs, mais elles n'avaient aucune fiabilité. Donc de fait, on a démarré de nouveau. Donc, pour faire bref, mais je pense, le président de l'IRI France 1 nous dira tout à l'heure comment donc, ils vont procéder pour estimer le corps électoral en France, mais l'IRI France 1 avait estimé que ce corps électoral était d'environ 170 000 personnes, c'est-à-dire tous les Tunisiens de la circonscription de plus de 18 ans, et ces 170 000, bien sûr, il y avait d'autres hypothèses pour parler de 190 000, mais on est dans cette fourchette entre 170 et 190 000. Les inscrits volontaires n'étaient que 58 275 en 2011. 58 275. Les votants en 2011, 68 439. Voilà. Donc, c'est-à-dire la participation donc, au niveau de France 1 était de 39%, on va dire, pour simplifier, 40%. Donc, je pourrais vous donner d'autres davantage, mais je vais là me pencher immédiatement donc, sur le bilan de France 1, tel que personnel je l'ai vécu, et surtout, je ne vais pas m'attarder sur le bilan, c'est quels sont les enseignements qui, aujourd'hui, nous devons tirer pour réussir le futur processus électoral. Sur le bilan, j'ai une proposition à vous faire. Tous ceux qui sont intéressés par le bilan d'IRI France 1 peuvent, à l'accueil, donc c'est-à-dire sur la table de la plateforme, laisser leurs coordonnées, leur adresse mail. On leur envoie donc ce rapport, comme ça ils pourront prendre connaissance en détail de ce qui a été fait en 2011. Moi, je ne donne que quelques orientations. Déjà, dès le démarrage, l'IRI France 1 s'est trouvé devant un vaste chantier. Établir des listes électorales fiables, informer sur les élections et les modalités de leur déroulement, conquérir la confiance des citoyens tunisiens et leur donner une vision de l'action politique différente de celle qui a été pratiquée jusqu'alors. En dépit des difficultés, des ratés, des imperfections, nous pensons, et je pense que le challenge a été gagné. Je suis prêt à entendre toutes les critiques sur les dysfonctionnements, les insuffisances, etc. Pour la première fois, 68 000 Tunisiens participent à un processus électoral alors que j'ai pu découvrir accidentellement que lors des élections de 2009, il y avait 7 250 personnes qui ont voté. Ça, c'était un chiffre qui était bien sûr caché. On parlait de 84%, un chiffre officiel, c'est 84% des Tunisiens à l'étranger qui ont voté pour Ben Ali en 2009. Donc, participation de dizaines de milliers de personnes dans une élection pluraliste et libre, mobilisation de centaines de bénévoles pour les inscriptions, la tenue des bureaux de vote et pour travailler dans les commissions et les groupes de travail. Et je dirais même que cette action citoyenne et bénévole a constitué un des principaux acquis
du processus de 2011. La mobilisation et la fierté du citoyen tunisien de participer à un moment historique ont été plus importants que le choix à faire. Je me rappelle très bien que beaucoup d'électeurs étaient perplexes et s'interrogent sur les vrais enjeux du scrutin. L'Assemblée nationale constituante, c'est vraiment le dernier de leurs soucis, donc majoritairement. Donc à partir de là, on venait parce qu'il fallait un acte qui montre que la situation en 2011 a changé par rapport à 2010 et auparavant. Qu'est-ce qu'on a dit dans le rapport dont je vous ai cité tout à l'heure, et je m'arrêterai là. À la page 3, le rapport de l'IRI, qu'est-ce qu'il dit? Les acquis et les avancées doivent se poursuivre. Les efforts et les améliorations souhaitées en matière de logistique, de communication et d'information, d'organisation, d'autonomie financière, de coordination entre l'instance nationale et les instances régionales, ainsi qu'au niveau de la fiabilité des listes électorales et de l'actualisation régulière de ces listes. Nous avons fait des propositions. Ça, c'est un rapport qui a été rédigé en novembre 2011. Établissement d'une carte d'électeur. On en a bavé avec les inscriptions, on a passé pendant 3 mois les inscriptions. À la fin, on n'en pouvait plus les inscriptions. Pour nous dire que le 20, 21, 22, tous ceux qui viennent avec une carte d'identité peuvent voter. Donc de fait, au moins, on a fait une avancée maintenant. Ne voteront que les gens inscrits une fois pour toutes. On a dit création d'une base unique des données concernant les électeurs. On s'achemine. On a demandé aussi des structures pérennes au niveau national et régional ayant des moyens et indépendantes du pouvoir politique et de l'administration. Là, on est encore loin. Et je le montrerai. Quels sont les axes pour améliorer et approfondir notre pratique? Pour commencer, et ce n'est pas de la polémique, donc c'est-à-dire parce que je pense que l'IRI actuelle est confrontée à cette difficulté, impossible, mission impossible de concevoir une IRI qui va couvrir une zone qui s'étale sur plus de 600 km. Vous savez que la circonscription de France 1 concerne toute l'île de France, le nord de la France, l'est, le centre. Donc, Nemchiou, Hatal Dijon, on va à Lille, à Strasbourg, en passant par Saint-Nazaire, Nantes et Tours. Donc, aujourd'hui, nommer une IRI de 4 personnes, c'est, de mon point de vue, Arna à 14, l'IRI France 1 2011, on n'a pas réussi. En plus, on avait la chance d'avoir au moins 200 bénévoles qui travaillaient dans les différentes commissions avec nous, communication, logistique, informatique, etc. L'élan de 2011 n'existe plus en 2014. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc, surtout, moi je suis interrogatif, mais je demande, c'est Mohamed qui nous éclaire là-dessus. J'ai lu hier que pour les inscriptions, elles sont confiées à des éléments de l'administration qui travaillent sous supervision donc, de notre façon de vivre. Aujourd'hui, à ma connaissance, en Tunisie, l'ISI et les IRI ont recruté des personnes spécialement pour les inscriptions sur les listes électorales. Donc aujourd'hui, moi, je m'interroge. Pourquoi pas de recrutement d'agents pour les circonscriptions comme à l'intérieur du pays? C'est une question. Aujourd'hui, par exemple, les instances régionales à l'intérieur, il y a 4 membres, mais en même temps, on a décidé de les faire accompagner d'un coordinateur pour l'IRI et d'un responsable administratif et financier. On ne voit rien à l'échelle de l'étranger. Pourquoi? Un des enseignements aussi, donc, de toute façon, à tirer, c'est, de notre expérience, et ça c'était un élément négatif, c'est la nécessité d'une décentralisation. On a travaillé beaucoup de façon centralisée, et surtout, la nécessité de la création d'instances locales des élections. C'est-à-dire,
Aujourd'hui, il faut une instance locale au Consulat général de Paris, une instance locale à Pantin, une instance locale à Strasbourg. Autrement, donc tout se gère à partir de Paris, et ça, c'est impossible. Les bureaux de vote, assez rapidement, je pense qu'aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a nécessité d'une révision de la répartition. Moins de saturation à Paris et à Pantin. Tous ceux qui ont voté, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé, de toute façon, au consulat général, donc il y a Pantin. Plus d'équilibre régional. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose, c'est une recommandation. Définir plus de rigueur et de sélection dans le choix des membres des bureaux de vote. C'est impératif. Aujourd'hui, si on veut réellement garantir la transparence des élections. Pour ces personnes, présidents ou assesseurs, etc., davantage d'accompagnement, de formation et de familiarisation avec les supports électoraux, les listes, les PV, les litiges, les rapports avec les observateurs. Donc ça, c'est tout un chantier, celui des bureaux de vote. Personnellement, je serai prêt à donner mon expérience là-dedans pour éviter toutes les lacunes, tous les ratages qu'il y a eu concernant les bureaux de vote. Deuxième volet, la relation avec l'administration. Je ne suis pas naïf. Je pense que ces relations sont nécessaires et indispensables. Nous ne sommes pas isolés. Nous travaillons, il y a des représentants donc, du pouvoir tunisien et à l'étranger, nos interlocuteurs sont les consulats et les ambassades. Par contre, ce qui est à vérifier, ce n'est pas d'établir des relations, c'est l'autonomie des structures électorales par rapport à ces administrations. Ça, c'est le point clé. Troisième point, les relations avec la société civile. Nous avons reconnu en 2011 qu'il y avait une insuffisance du lien avec la société civile. L'IRI ne peut pas travailler seul. Ça, c'est une des conclusions à laquelle on est sorti. Donc, d'où la nécessité d'un partenariat sur des bases claires avec la société civile. On ne mélange pas les genres, chacun a sa place, la société civile, les observateurs, l'IRI, l'ISI, etc. Et surtout, l'importance du contrôle et de l'observation de la société civile. Je pense que ça, c'est un élément qu'il faut aussi donc, faire valoir.